suis Louise Cossette, professeure au département de psychologie, associée à l'IREF depuis plus de 20 ans. La psychologie, c'est la science qui s'intéresse à l'humain, au fonctionnement de l'être humain, et dans toutes ses dimensions, dans ses dimensions intrapsychiques, mais aussi dans ses dimensions en relation avec son environnement. Donc, on a souvent une perception très étroite, très individualiste de la psychologie, alors qu'il y a une psychologie qui est extrêmement ouverte, qui n'a rien à voir avec ça. Moi, par exemple, j'ai une formation de base en psychologie du développement. Donc, je ne peux absolument pas comprendre le développement humain si je ne tiens pas compte de l'environnement dans lequel grandit un être humain. Ça n'a aucun sens. La psychologie peut certainement être un outil de transformation sociale, et c'en est un essentiel parce que, par exemple, on pourrait dire de la sociologie que c'en est un, mais c'est qu'en sociologie, on considère les grands groupes. On ne considère pas les individus alors qu'il y a des variations considérables d'un individu à l'autre à l'intérieur d'une même société. Et c'est pour ça que la psychologie est essentielle pour comprendre ça. Il y a plein de changements sociaux sur lesquels on s'entend qu'on devrait réaliser, mais il y a des obstacles des fois qui sont presque de l'ordre de l'individu ou d'ordre psychologique. On n'a pas le choix d'en tenir compte. En fait, le féminisme est arrivé très tôt en psychologie, mais est resté très marginal jusqu'aux années 60 à peu près. On a retracé au début du XXe siècle des recherches d'abord très peu de femmes qui avaient des formations poussées en psychologie, mais on a quand même retracé des chercheurs, femmes, qui ont fait des recherches extrêmement d'avant-garde, qui comparaient systématiquement hommes et femmes pour en conclure qu'il n'y avait à peu près aucune différence, par exemple, dans les capacités intellectuelles, etc. Donc très d'avant-garde. Mais c'est des choses qui restaient très marginales. Aussi, par exemple, des gens qui avaient des formations en psychologie, surtout des femmes, qui ont adressé des critiques très importantes à Freud, qui était le modèle dominant à ce moment-là, et qui était féministe carrément, qui avaient des arguments qui ont été repris par les féministes. Mais à partir des années 60, il y a tout un mouvement dans la société générale qui a aussi pénétré la psychologie. Donc, de plus en plus de femmes aussi sont entrées en psychologie, alors qu'il y en avait très peu. Et elles ont pris une place absolument capitale. Et elles ont chamboulé beaucoup de champs en psychologie, différents champs d'études. Je parlais du développement tantôt, autant dans notre compréhension du développement de l'enfant, que par exemple en neuropsychologie ou dans différents champs. Kohlberg, c'est quelqu'un qui est très reconnu pour ses travaux sur le développement moral, en fait, le raisonnement moral. C'est le grand théoricien du raisonnement moral. Et Kohlberg avait d'abord élaboré son modèle uniquement avec un groupe d'hommes et de garçons. Et quand il s'est mis à étudier des filles, des femmes, avec le modèle élaboré uniquement avec des recherches réalisées auprès d'hommes et de garçons, il s'est rendu compte que les filles, les femmes, n'atteignaient pas les mêmes hauts niveaux de moralité que les hommes et les garçons qui avaient participé à ces recherches. Alors évidemment, ça fait grand bruit parce que le féminisme était déjà assez... prenait tout son essor dans les années 60, alors c'est pas passé inaperçu, ce genre de conclusion-là. Il se trouve que Carol Gilligan, qui était une des élèves de Kohlberg, a réfléchi très sérieusement à la question pour dénoncer finalement le modèle de moralité de Kohlberg, en disant ce modèle-là s'appuie sur une conception très étroite de la moralité, c'est-à-dire que c'est comme si le raisonnement moral était un simple exercice intellectuel de raisonnement quasi logique, alors qu'en fait, il y a toute une autre dimension qui n'est à peu près pas prise en compte dans les travaux de Kohlberg et qui semble être privilégiée par les femmes, c'est-à-dire toute cette éthique du souci de l'autre, de préoccupation pour le bien-être de l'autre et tout ça. Et puis ça fait partie des tâches traditionnelles réservées aux femmes. Alors, Gilligan a écrit tout un ouvrage là-dessus pour expliquer son point de vue, remettre en question le modèle jusque-là très largement admis de Kohlberg. Mais Gilligan, on s'entend, je veux dire, pour dire qu'elle avait probablement raison. C'est vrai qu'il faut définir de façon plus large le concept de moralité, de raisonnement moral,
Cela étant dit, et les hommes et les femmes semblent avoir un raisonnement moral franchement très, très, très semblable, ce qui n'exclut pas qu'il y ait de grandes variations individuelles. Tous les hommes n'ont pas le même type de raisonnement moral. C'est la même chose pour les femmes. Ça, c'est vrai pour le raisonnement moral, mais c'est vrai pour à peu près toutes les caractéristiques humaines étudiées jusqu'à maintenant. La recherche qui s'est faite en psychologie, comparer des sexes, et actuellement, on est presque ailleurs, parce que là, c'est psychologie du genre. Donc, on dépasse même la dualité. Hein. Il y a ça, la dualité, on ne peut pas la nier, mais il y a aussi le genre, dont on se rend compte que c'est infiniment plus complexe qu'on pensait, l'identité sexuelle, l'identité de genre. On se rend compte qu'on n'avait rien compris il y a quelques décennies. Là. Alors, on est en train de tout remettre en question, nos modèles. Donc, tout ça fait que la psychologie est profondément bouleversée. Puis quand on pense aux différences de sexe, d'abord, elles sont minimes, en autant qu'on puisse le voir avec les travaux réalisés jusqu'à maintenant. On en trouve très, très peu. Et quand on en trouve, quand on comprend comment se développe le cerveau, une grande partie s'explique certainement à la fois par la socialisation, par les expériences de vie, par les apprentissages que font les hommes et les femmes. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur les relations entre testostérone ou autres hormones masculines, les androgènes qu'on appelle, et le degré d'agressivité. Et les résultats sont formels. Le lien est très faible. Alors les fameuses thérapies là, pour hommes, on va régler ça par la castration chimique, etc. Là, on sait que ça ne fonctionne pas. Alors donc il faut chercher ailleurs. Et l'ailleurs, c'est certainement dans les expériences de vie, les pratiques de socialisation, les modèles proposés aux garçons. Le cerveau humain n'est pas une espèce de machine qui dépend uniquement de la production de nos hormones sexuelles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gènes aussi, les gènes ont une influence évidemment sur le fonctionnement du cerveau inévitablement, mais sur les différences de sexe, on n'est pas arrivé à trouver grand chose non plus qui semble complètement contrôlé par les gènes, surtout pas par les petits chromosomes sexuels. Aujourd'hui, là, on ne sait pas. On ne sait pas quels sont les facteurs qui expliquent que, par exemple, un garçon, biologiquement garçon, dise « moi, je me sens comme une fille », ou une fille, biologiquement fille, se dise « non, moi, je suis un garçon et puis je sens ça depuis que on n'arrive pas à comprendre ». Il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été proposées, il y a toutes sortes de recherches qui ont été réalisées sur la question. Et ce qui parfois apparaît dans une recherche est contredit par l'autre, alors on ne sait pas exactement. On pense que c'est juste infiniment plus complexe que ce que l'on pensait. On est juste au début de comprendre. Même chose pour l'orientation sexuelle d'ailleurs. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait et beaucoup plus fluide que l'on pensait, parce qu'on pensait que l'orientation sexuelle c'était quelque chose de déterminé très tôt et puis que ça ne changeait pas, mais on se rend compte que c'est même pas ça. Je me suis surtout intéressée à la socialisation des sexes. J'ai comparé beaucoup les bébés filles et garçons, différents trucs, parce que quand j'étais étudiante, par exemple, on disait toujours les garçons sont plus comme ci dès la naissance, les filles sont plus comme ça dès la naissance. Par exemple, on disait que les garçons étaient plus actifs, plus irritables aussi. C'était dans tous les textbooks qu'on lisait, nous. Hein. Et puis, alors j'ai comparé les bébés filles et garçons petits, là. Et puis, j'ai pas trouvé ça dans mes recherches. Puis là, je me suis mise à faire un relevé de documentation très, 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 très détaillé pour me rendre compte que quand on parlait de l'activité motrice très, très élevée chez les garçons, moins chez les filles, puis de l'irritabilité chez les garçons, c'était toujours les mêmes 2-3 études, puis on oubliait tout le reste qui disait le contraire. Mais aussi, j'ai après étudié plus de quelle façon les parents, je ne veux pas non plus jeter juste la pierre aux parents, mais de quelle façon les parents réagissaient au comportement des filles et des garçons. Puis par exemple, une étude relativement récente, on examinait des mères qui interagissaient face à face avec leur bébé. Petits, 4 mois, 10 mois les mêmes, là, 4 mois et 10 mois. Et donc on a analysé les expressions faciales des bébés et on a regardé de quelle façon les mères réagissaient aux expressions faciales de leurs bébés filles et garçons. Et on a trouvé des différences. Alors, à 4 mois, pas grand-chose, mais à 10 mois, quand les bébés filles manifestaient des expressions faciales négatives,
les mères réagissaient plus, des réactions plus variées, que quand les garçons montraient des émotions, des expressions faciales négatives. Puis la chose plus troublante aussi, c'est que parmi les réactions très variées qu'on trouvait chez les mères, chez un sous-groupe de mères, il y avait des réactions carrément négatives. Puis on a comparé aussi si les filles et les garçons faisaient plus ou moins des expressions négatives, pas du tout. Rien de plus. C'est la même chose, filles et garçons. Grande variabilité individuelle, il n'y a pas de différence de sexe. Pourtant, les réactions des mères étaient différentes. La seule interprétation qu'on a pu trouver, c'est que probablement, plus l'enfant vieillit, déjà 10 mois, les mères ont probablement des attentes différentes. Hein. Une petite fille en interaction sociale avec des caméras, parce que les mères, les bébés ne savent pas, mais les mères savent qu'on les filme. Alors probablement qu'elles se sentent mal à l'aise quand, dans une situation sociale où elles se savent observer, leur bébé fille fait des expressions négatives. Une fille, dans un contexte social, est supposée être gentille, sourire, etc., etc. C'est la seule explication qu'on a pu trouver. Et c'est subtil, hein? Probablement que ça n'interrogeait les mères, elles n'en sont même pas conscientes. Mais c'est ça qu'on a observé. Peut-être la grande différence, je dirais, c'est justement dans la question de la différence. On pourrait dire qu'il y a des féministes de la différence et des féministes de la similitude. Parmi les féministes de la différence, la très connue, la plus connue, par exemple, de ce courant-là, c'est évidemment Carol Gilligan, avec son In a Different Voice, son ouvrage, qui a eu beaucoup de retentissement, même bien au-delà de la psychologie. Et il y a autour d'elle tout un courant là, qui insiste sur les différences entre les sexes. Mais il y a un autre courant, puis je dirais de plus en plus majoritaire, qui dit mais non, il y en a des différences, mais elles sont finalement assez faibles compte tenu des similitudes. Là. Il y a quelque chose dans les modèles traditionnels de sexe ou dans l'idée que les femmes et les hommes sont fondamentalement, essentiellement différents, qui a l'air de faire l'affaire et de rassurer certaines personnes. On a des modèles, par exemple, dans les rapports amoureux, hein, qui sont si ancrés ici, les hommes font comme ci, les femmes font comme ça. C'est des millénaires et des millénaires de conditionnement qu'on a. Et quand on vient brasser ça, il y a des gens que ça rend inconfortable. Il y en a d'autres à qui ça plaît énormément, qui se sentent vraiment pas à l'aise dans les modèles traditionnels. Il y en a d'autres qu'on sent que ça dérange plus. Probablement qu'on ne change pas en quelques décennies, des millénaires et des millénaires de conception qui datent d'avant Aristote. Hein. Beaucoup de résistance de la part de certaines personnes, forcément, et beaucoup d'ouverture de la part d'autres personnes. Puis si je prends comme exemple juste mes étudiantes du cours qui s'appelle Psychologie différentielle des sexes, que j'enseigne depuis plus de 20 ans, mais je trouve qu'il y a une ouverture absolument flagrante, là, de plus en plus marquée de la part des étudiantes. Je pense que c'est important d'aller faire un tour là-dedans, même si on n'est pas des spécialistes, au moins savoir où est-ce qu'on en est dans nos connaissances.